Bonjour et bienvenue à cette première séance de lundi numérique de la saison 2022-2023. Nous sommes avec Anne-Valérie Schweyer, chercheuse CNRS et directrice du Centre Asie du Sud-Est, CASE, et Éric Mermet, ingénieur de recherche CNRS au Centre d'analyse et mathématiques sociales et en charge de la plateforme géomatique de l'EHESS. Et aujourd'hui, nous allons discuter nous allons parler de l'apport des humanités numériques à la recherche historique par le biais des SIG web sémantiques. Donc, l'enrichissement des données de recherche, cartes anciennes, orthophotographie aérienne, etc., par des annotations grâce à la plateforme ROSFIN basée sur l'outil OMKS. Je rappelle aux participants en direct, en ligne, lors du webinaire, vous pouvez participer à la discussion tout en écrivant vos questions dans l'onglet Q&R du webinaire Zoom. Et voilà, je donne donc la parole à Anne-Valérie et Éric, que je remercie d'avoir accepté notre invitation à ces séminaires. Et je vous rappelle que vous aurez 1 heure d'intervention et à suivre, on donnera 1/2 heure de temps pour les questions et réponses avec les publics. À vous donc. Merci Federico et merci pour cette belle invitation au lundi numérique de l'INHA. Je vais donc partager mon écran et Valérie, je te laisse. Dès que j'aurai l'écran. On va commencer. C'est bon? C'est en plein écran? Donc, on va vous présenter aujourd'hui un projet qui a commencé en 2013-2014 grâce à une rencontre autour de la plateforme de géomatique de l'EHESS où, en fait, je suis arrivée avec des tas de questions en tant qu'historienne et où Éric a accepté de poursuivre mes questions. Donc, on va parler du centre Vietnam. On va parler… question suivante, pardon, diapo suivante. Donc, on va parler du centre Vietnam. Là, vous avez l'encadrement de deux provinces qui s'appellent le Quang Tri et le Thua Thien Hue, donc autour de la province régionale de Hue. Et on a mené 2 projets de coopération internationaux qui sont Pacha et Clévy. Et on va essayer de comprendre autour de tous nos questionnements comment a pu se construire un paysage sur la longue durée. C'est un projet dans lequel on va parler d'embouchure, on va parler de marché, on va parler de capital. Enfin, on va essayer de vous présenter mes questions historiennes et les réponses géomatiques d'Éric. Suivante. C'est un projet qui donc, on parle de longue durée parce que c'est un paysage qui a été occupé à partir de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ et on s'en occupe jusqu'au milieu du XXe siècle, sachant qu'avec les mouvements de guerre au Vietnam à partir du milieu du XXe siècle, on n'avait plus vraiment accès à toutes les cartes, ce genre de choses. Mais ça fait déjà une très très longue durée pendant laquelle 2 groupes de population se sont épanouis dans la région. D'un côté des Tiam, donc qui sont des locaux, des Austronésiens, mais qui se sont installés dans la région, et de l'autre des Viet, qui sont la dynastie des Nguyen, qui eux ont repris en fait la région en laissant une certaine survivance et en reprenant, on va le voir, certains fonctionnements que les Tiam avaient mis en place. Donc nous avons une documentation suivante particulièrement riche parce que nous prenons ensemble des cartes anciennes, donc comme vous le voyez en haut à gauche, qui sont des cartes viettes, donc qui n'ont pas une représentation spatiale telle que nous le voyons nous en Occident. Nous avons un grand nombre de cartes au 25 millième qui ont été trouvées à l'IGN. Nous avons des images aériennes, donc des photographies aériennes. Nous avons des textes historiques qui peuvent être en tiam ancien. Là, vous avez sous les yeux
pardon, un estampage d'une inscription en Thiam qui date du XIIIe siècle. Nous avons énormément de photos de terrain nous avons réussi à assembler, géolocaliser tout cela, comme vous le voyez dans le milieu, les cartes françaises, les photos aériennes, situer les sites archéologiques, parce qu'on les a tous pris avec un point GPS qui était absolument essentiel, des distinctions avec les citadelles qui sont en orange et tous les sites archéologiques qui sont en rouge. Et puis, nous avons en face un grand nombre de problématiques que nous allons vous montrer en analysant. Pour l'instant, on en est là. Donc, c'est-à-dire que, photo suivante, nous avons des sources, nous allons traiter ces documents et nous allons vous montrer l'analyse que nous pouvons trouver, les possibilités d'analyse que nous avons. Et tous ces documents suivants vont avoir la possibilité d'être enrichis les unes par les autres parce que nous allons utiliser le SIG, les annotations et le web sémantique. Suivante. Donc, en fait, nous avons d'un côté des sources anciennes, des archives, des textes, des cartes, des plans, des photos satellites, donc un nombre incalculable de données qui sont massives. Et la question, c'était comment est-ce que je pouvais les utiliser pour en tirer quelque chose parce que c'était incompréhensible. Et donc, ici, on va vous présenter 3 méthodes que nous avons utilisées. Comment le SIG a pu nous aider à mettre un peu d'ordre dans toutes ces sources, comment le web sémantique nous a permis de encore plus rationaliser toutes ces sources et comment, en utilisant l'analyse des réseaux, nous avons pu encore avancer dans la prospection et dans la recherche historique. Donc, nous allons suivre ce plan, description des sources le plus rapide possible, le traitement des sources que nous avons fait, les différentes analyses et une toute petite conclusion pour vous montrer comment les historiens peuvent utiliser les humanités numériques. Donc, les sources historiques, c'est-à-dire une vingtaine de cartes viettes qui datent de 1490 au 19e siècle, qui ne sont absolument pas géolocalisables, environ 200 cartes topographiques françaises qui datent de 1883 à 1952, sachant que le départ des Français était 1953 du Vietnam, des centaines de textes historiques qui sont soit en sino-viet, comme vous le voyez en haut à droite, soit en Thiam ancien, comme vous le voyez sur l'estampage, 52 photos aériennes et des milliers de photos de terrain qui ont été prises, qui sont à la fois des tours en briques, des bouts de sculpture, enfin toute trace d'occupation ancienne que nous avons pu situer grâce au point GPS. Ces sources multiples, à la suivante. Ces sources multiples, je vais vous le présenter très très rapidement. Donc, ce sont des cartes qu'il a fallu absolument déchiffrer puisque tout était en sino-viet et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une évolution du paysage, pas seulement parce que leur qualité de dessin a évolué, mais parce que à exactement une même tranche géographique, donc là on les a pris sur la même tranche géographique, vous voyez que le paysage évolue, qu'il y a des embouchures qui sont plus grandes, plus petites, des lagunes qui n'existent pas qui se mettent à apparaître, enfin bon, il y a une énorme évolution du paysage qui, même sur des cartes qui sont difficilement lisibles pour des occidentaux, sont quand même suffisamment claires. Excusez-moi, j'ai oublié d'arrêter mon téléphone. Et donc, on va essayer de vous montrer ça. La suivante. Quand tu veux, Eric. Donc là, exactement la même tranche géographique avec le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, ça se complexifie. On voit au milieu et à gauche que les 2 lagunes qu'on avait commencé à voir apparaître sur les autres dessins sont bien présentes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi, je suis impardonnable. Que les 2 lagunes donc, sont bien présentes avec le temps et que donc maintenant, il va falloir essayer de les comprendre avec des cartes qui sont géolocalisables. Carte suivante. Là, on est sur les cartes qui sont géolocalisables, donc des cartes très très anciennes de 1875 à 1953. Les plus anciennes montrent juste des tout petits endroits avec par exemple l'ouverture d'une passe et des notes pour la profondeur de manière à rentrer ou ne pas rentrer avec un accès à la capitale d'Nguyen. Et à droite, des cartes au 25 millième qui sont particulièrement précises et qui nous ont permis de géolocaliser énormément de détails. Carte suivante.
Là, vous avez des photos aériennes qui sont de plus ou moins bonne qualité, mais qui ont permis aussi quand même de réfléchir sur l'évolution du paysage. Ensuite, vous avez le type de document historique qu'on a. Donc, à gauche, par exemple, vous avez une chronique du XVe siècle et vous avez un estampage, l'estampage étant un négatif d'une inscription. C'est ce on lit beaucoup plus facilement sur les estampages ancrés que sur les inscriptions en tant que telles, et donc qui est daté du milieu du XIVe siècle. Et enfin, vous avez des milliers de photos de terrain qu'Éric va vous montrer. Donc, c'est aussi bien des morceaux de tour que des briques, que des objets qui sont dans les musées, que des objets comme au milieu en haut qui sont encore honorés aujourd'hui par les Viettes. C'est un morceau de tympan avec un Shiva qui danse, mais qui est aujourd'hui extrêmement honoré par les Vietnamiens qui habitent à côté. Donc, tous ces documents historiques en fait, ne demandent qu'à être traités. Et donc, nous allons maintenant vous montrer comment, grâce à certains outils, nos cartes, qui ont été donc, autant que pour faire ce peu géolocalisées, des inventaires complets de ces cartes avec les datations et donc remplir des inventaires, et toutes les traductions de toutes les cartes anciennes. Donc, il a fallu transcrire tous les caractères en sino-viette et ensuite les traduire en français et les rentrer dans des colonnes. Et on va vous montrer comment, avec des outils, on a réussi à tirer quelque chose de toutes ces sources. Question suivante. Donc d'abord, on a commencé par géoréférencer toutes les cartes qui étaient géolocalisables, donc les cartes françaises. Donc là, vous avez d'un jeu de cartes, on a 4 ou 5 jeux de cartes au 25 millième, selon les dates, donc 1908, 1927, 1950. Et on a un jeu de cartes au 100 millième qui est souvent peu utilisable parce que pas assez précis. Donc tout a été parfaitement géolocalisable. Ensuite, nous avons les photos aériennes, même chose, qui ont été assemblées géoréférencées. Ça semble un travail facile, mais en fait, ça a été extrêmement difficile parce que ça nous donne des documents qui sont très, très lourds. L'assemblage des cartes au 25 millième nous a donné un document d'environ 2 Tera, je crois, donc vous imaginez que la manipulation n'est pas facile. Donc là, on est sur le montage des photos aériennes telles qu'elles ont été faites, donc tout le jeu que nous avons. Ensuite, nous avons réussi à mettre tous les points sur ces cartes géolocalisées avec tous nos sites archéologiques repérés au GPS. Donc, on voit qu'il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup, donc dans les dunes de sable ou des choses comme ça, et puis qu'il y a quand même des endroits où c'est beaucoup plus dense. Sachant que la plupart de ces sites, je les ai datés, enfin, donc on arrive aussi à faire des sous-ensembles, des sous-cartes avec des implantations plus ou moins occupées selon les époques. Carte suivante. Mais nous avons effectivement des grosses limites avec les cartes vietnamiennes, enfin viettes. Donc, plus elles sont anciennes, moins c'est possible de les géoréférencer. Par exemple, on a essayé de géoréférencer à partir de points précis qui étaient les capitales que nous avions et puis certains noms d'embouchures. Et on s'aperçoit, si on le met sur un fond de Google Maps, que ça ne passe absolument pas. Donc, soit le paysage a tellement changé que le trait de côte a reculé de 5 km, ce qui ne semble pas être aussi intense que ça, soit de toute façon, nos documents ayant des limites, il va falloir qu'on utilise d'autres méthodes pour arriver à relier nos cartes à travers le temps. Carte suivante. Ça, c'est la carte qui nous a servi de déclic, où on s'est dit, à gauche, 2 cartes exactement de la même date, une qui est française et qui est parfaitement géolocalisée, géolocalisable, et une qui est vietnamienne, où en fait, les points essentiels sont marqués. On voit en jaune la capitale, on voit en rouge en haut une embouchure, on voit en rouge en bas une lagune qui est en train de se créer, mais la lecture en est extrêmement difficile parce que même si on sait que c'est la même chose grâce aux noms qui sont marqués sur les 2 cartes, on se rend bien compte qu'on ne peut pas les utiliser de la même manière. Donc, ça a été l'ouverture en fait pour essayer de réfléchir sur comment lier nos documents de manière à ce qu'ils s'enrichissent les uns les autres. Document suivant. Alors, il me semble qu'ensuite, après, c'est moi qui prends la parole. Et avant Absolument.
Avant de passer à la diapo suivante, puisque c'est aussi c'est une proposition et ça me permet d'introduire un petit peu ce que je fais, l'apport que j'ai face à un corpus un peu compliqué. On comprend qu'il y a tout un tas d'objets qui revêtent différentes composantes, certaines spatiales. On a du texte, on a des photos, parfois localisées, parfois non. Il y a certaines cartes qui sont géoréférençables, comme l'a expliqué Valérie. On voit bien là sur une carte d'une même époque. Et l'idée, c'est de faire correspondre des objets géographiques spatialement, mais aussi parfois temporellement. Alors là, on est sur des cartes de la même époque, puisque la topographie vietnamienne n'était pas celle, enfin, n'existait à peine, alors que la topographie européenne et française, en l'occurrence, existait. Donc, ce qui fait qu'on a des cartes qui sont culturellement plus proches de nous à gauche et donc qui sont géoréférençables, qui ne le sont pas sur les cartes vietnamiennes. Et donc, ça soulève un problème et d'intégration de toutes ces données, mais aussi un vrai problème méthodologique notamment sur les aspects spatiaux et donc les systèmes d'information géographique, à savoir comment on fait pour intégrer des objets qui ont une spatialité, qui existent, mais dont on ne peut pas les repérer sur un référentiel aujourd'hui. Quand je parle de référentiel, je parle de quelque chose qui contient de coordonnées géographiques ou cartographiques. Alors, c'est-à-dire qu'on va pouvoir superposer un plan ancien avec quelque chose de l'ordre de Google Maps pour faire vite, même si Google Maps, c'est un petit peu interdit. On va utiliser d'autres référentiels ou d'autres fonds cartographiques de façon à pouvoir faire coïncider tout ça. Donc la question qu'on pose, c'est une vraie question méthodologique. Comment on va pouvoir relier, faire des liaisons entre tous ces documents? Donc ça me permet de parler un petit peu de web sémantique. Alors web sémantique, présenté à un moment comme le web 3.0, le web, à ne pas confondre non plus avec le web de données. Donc c'est une forme d'extension du web qui tend à rendre interopérable tout un tas d'objets. Initialement, c'était prévu pour faire coïncider des bases de données qui ont différents modèles et par un vocabulaire un petit peu intermédiaire de dire, voilà, il y a des objets conceptuels qui se ressemblent, j'ai un troisième objet qui pourrait permettre de les réunir, voilà comment on va faire, et donc nous permet de faire une liaison entre objets. Puisqu'on est dans le web, tout ça doit être basé sur des données, donc sur des choses qui doivent être durables en termes de repérage, en termes d'adresse. Donc, on ne parle plus d'URL, on parle d'URI, Uniform Resource Identifier. Donc, une adresse pour les données dans lesquelles on va trouver dans ces données. Alors, ça peut être des données classiques, tabulaires, mais on va pouvoir aussi trouver des bases complètes. Donc, on parle ici de glossaires qui vont décrire des mots-clés d'un corpus et qui, eux, sont liés éventuellement à des références qui vont décrire cette donnée, donc on parle ainsi de référentiel. Alors, il y a tout un tas de référentiels. Les biologistes sont très forts aujourd'hui dans le web sémantique pour décrire tout ce qui est sciences de la vie est vraiment à la pointe en termes de web sémantique. On le voit sur la partie droite. Tout ça, ce sont des référentiels qui sont, chaque point est un référentiel et on a des référentiels qui sont connectés les uns aux autres, en tout cas qui reposent les uns sur les autres. Nous, aujourd'hui, on va s'appuyer sur un référentiel qui est un peu classique, mais qui grossit de jour en jour, qui est basé sur Wikipédia. C'est ce qui marche un petit peu derrière Wikipédia. Donc, c'est Wikidata. Là, je mets un exemple. La capitale de la province Quang Tri présente un lien pérenne avec d'autres entités. Et donc, en cliquant sur le lien, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais vous allez pouvoir aller éventuellement sur la fiche de cet objet, qui est une construction un peu emboîtée avec des objets. On va dire que Quang Tri, c'est une capitale de la province. On a toute cette construction qui existe sous ce nœud-là, avec un identifiant unique et pérenne, le Q33 à 343. Et ce qui va nous permettre de constituer, de référencer nos objets. L'autre référentiel qu'on utilise, un référentiel plutôt géographique, celui-là, il va s'agir de GeoNames, que vous connaissez peut-être. Encore une fois, c'est une base de données qui est structurée et hiérarchisée. Et dans ce cas précis, puisque c'est un référentiel géographique, on parle de gazetier, c'est-à-dire une sorte d'annuaire de nom de lieu
dans lequel, encore une fois, les données sont organisées. On va pouvoir éventuellement trouver la traduction d'un nom de lieu en plusieurs langues, comprendre ses dépendances départementales, régionales, et tout ça en fonction d'ailleurs du pays dans lequel on se trouve. On a des dénominations différentes et donc on a cet emboîtement d'échelle sur les lignes. Anne-Valérie, je te laisse peut-être reprendre sur la traduction, puisque effectivement, ce qu'on a fait, l'idée, c'est d'intégrer tous ces termes dans un inventaire et de les collecter, de les connecter avec des glossaires et avec des gazetiers. Alors en fait, grâce à l'outil OMKS, j'ai pu rentrer sous deux concepts différents, l'un étant les lieux, les juridictions, je crois, et l'autre étant les objets conceptuels. J'ai pu traduire systématiquement toutes les cartes Viettes avec mes collègues et donc rentrer dans deux gazetiers différents tous les noms de lieux et tous les types de noms. Donc ça peut être les embouchures, les ponts, les auberges, enfin bon, quoi qu'il arrive. Et donc, systématiquement, on a, je crois que dans les deux nostices, 322 toponymes, on est un peu en retard. Je crois qu'on a beaucoup plus que ça, mais bon, peu importe. En tout cas, on est arrivé à la fin à un dossier type CSV dans lequel on avait deux entrées possibles selon les noms de lieux ou selon le type de lieu. Et on a réussi enfin, j'ai réussi, ça m'a pris pas des semaines, non des mois en fait, à rentrer tout et à réussir enfin à essayer d'embrocher en fait en quelque sorte tous nos documents. Document suivant. Donc, on arrive un peu à ce genre de catalogue. Oui, il me semblait bien qu'on avait plus que 400, on était à 1158. Donc, on arrive soit à des entrées qui sont des lieux, période, juridiction, ou qui sont des objets conceptuels. Donc là, vous avez le champ, vous avez le poste militaire, vous avez le chemin. Et tous ces objets, que ce soit des objets conceptuels ou des toponymes, on est au-dessus de 1000. Donc, il a fallu tout rentrer les uns après les autres. Suivant. Donc, un travail fastidieux, certes, je le confirme. Là, c'est uniquement la rentrée des cartes. Donc, ça, c'était plutôt facile. Les dates, les cartes, etc. Et puis après, on a fait la même chose pour les cartes françaises. On a fait la même chose pour les photos aériennes. J'ai fait la même chose pour mes milliers de photos de terrain. Et donc, après, tout le monde étant homogène dans un corpus sous OMKS, on a pu commencer à se dire on va pouvoir traiter nos données. Suivante. Donc là, on reprend ce que disait tout à l'heure Eric, c'est-à-dire que parmi toutes les possibilités, donc on rentre le nom en sino-viette, le nom en transcription, on dit ce que c'est en traduction, et dès qu'il a été possible, on donne des liens avec Wikipédia ou avec GeoNames qui permettent immédiatement de retrouver ces données et de les géolocaliser si besoin est. Donc on en a pour les toponymes, on en a pour tous les concepts, qui sont tous reliés en fait grâce à ces référentiels. Suivant. Et enfin, pour terminer, avant je crois de redonner la parole à Eric, on a tout mis, donc c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelait Oronsfin, qui a permis d'utiliser l'outil OMKS. Et en fait, on a réussi à mettre toutes les cartes, donc c'est-à-dire 717 cartes avec des collections de cartes anciennes, de cartes françaises, d'images aériennes, des photos de terrain, et puis tous les termes du gazetier qui permettaient de les recouper. Tout a été mis sous OMKS et relié dans le portail Oronsfin. Il me semble qu'après, on vous donne les liens possibles. Oui, on présente très bien. On va aller rechercher ça. Et ça me permet donc de rebondir sur ce qu'est ce portail, d'avancer un petit peu plus avant dans les aspects techniques, en évoquant au préalable, Anne-Valérie évoquait quelque chose d'extrêmement fastidieux sur l'inventaire des documents. C'est là qu'on va constituer la donnée. Et finalement, moi j'ai tendance un petit peu à dire, alors même si, sans forcément dénaturer ce qui va se passer après, notamment la phase, moi, qui m'intéresse plus, c'est la partie analyse. Mais vous le savez certainement, tout repose majoritairement sur la qualité de la donnée.
Et donc, quand on réalise un inventaire, effectivement, c'est fastidieux, mais c'est nécessaire de faire quelque chose de très homogène, de très uniforme, puisque derrière, on a toute une chaîne méthodologique qui va suivre. Et si la qualité est mauvaise, alors on peut aussi discuter de la qualité de la donnée en sens social. On a certainement, vous le savez, de la donnée qui est manquante, lacunaire, trouée, etc. On le voyait d'ailleurs dans les inventaires, il y a des champs qui sont pas visibles. Il peut y avoir des termes de gazetiers qui n'ont pas été trouvés ou qui n'ont pas encore été créés, ou des lieux qui ont disparu. Il y a tout un tas de problématiques qu'on va retrouver, mais il faut passer beaucoup de temps sur ces inventaires de façon à pouvoir l'intégrer et l'intégrer le plus proprement possible sur les portails, de façon à pouvoir en faire des analyses les plus propres possibles. Alors, le portail, c'est OMKS, c'est la sous-couche à la plateforme Oronsfin. Oronsfin, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est quelque chose qui est basé sur OMKS, sur lesquels on a fait des développements informatiques spécifiques de plugins, et notamment des plugins qui vont permettre de faire des annotations visuelles, premier type d'annotation de description, et un autre type d'annotation, c'est la notation cartographique. Tout ça est basé sur le W3C, le vocabulaire d'annotation, le modèle d'annotation, pardon. Donc, on respecte parfaitement les standards de façon à pouvoir gérer efficacement, c'est le rôle premier de MKS, une collection numérique de documents avec des contenus aussi variés que ceux que vous avez vus, des cartes, des plans, des photos, des textes, des objets conceptuels, des termes gazetiers, etc. Alors, vraiment un petit focus sur ce que sont ces fameuses annotations-là. Donc, dès l'instant où on va rentrer un document, ici, par exemple, une carte ou une photographie ancienne, nous, ce qu'on a développé, ce sont deux onglets, là, l'annotation descriptive et l'annotation de localisation. Simplement, ça va venir détourer ou venir annoter, venir dessiner sur une carte ou une photo, d'ailleurs, ici, puisqu'on n'a pas de localisation. Donc, on va venir détourer des objets qui nous importent et les mettre en relation avec d'autres objets. C'est-à-dire que voilà, ça, c'est un noyau urbain médiéval. Alors, on n'est pas du tout dans le contexte vietnamien, mais on va pouvoir le rattacher à un concept noyau médiéval, par exemple, et puis un terme qui est au-dessus, qui peut d'ailleurs être un terme qu'on va retrouver sur Wikidata. Vous voyez, on détourne une route, donc ça va être rattaché au concept route, et ici en particulier, c'était plutôt rattaché au chemin de Saint-Jacques. Mais on est sur quelque chose qui n'a pas été géoréférencé. Donc, on est dans une annotation descriptive. Et ça peut très bien marcher aussi. L'exemple est un petit peu trompeur aussi, parce qu'on a quelque chose de spatial, mais on l'utilise plus volontiers sur peut-être des anciennes, des cartes postales anciennes. On va pouvoir venir détourer des objets sur les cartes postales. À droite, on a une annotation sémantique spatiale, donc c'est-à-dire qu'on est sur un espace, sur un référentiel spatial, et donc là, quand on dessine un objet, il a un écho spatial avec des coordonnées qu'on va pouvoir superposer avec des objets, et donc ça veut dire que là, on va pouvoir rentrer dans le monde du SIG. Ces deux aspects-là, les annotations descriptives et de localisation, eh bien, ça va rentrer dans une espèce de pot commun d'annotation du projet, dans lequel on va pouvoir mettre en relation donc, des formes géométriques, spatiales ou non spatiales, au sens du SIG, et éventuellement les mettre en relation avec des documents. Alors, très rapidement, et je vais essayer de copier ça dans le chat, peut-être. Ou peut-être vous faire une démo ici. Est-ce que, Anne-Valérie, tu vois mon écran oui. Avec le site? Oui, on le voit bien. Très bien. Donc là, c'était le site d'accueil qui a été fait en 2014, donc il commence à être un peu ancien, sur lequel nous avions présenté toutes les collections en rapport avec le projet. Et donc, si vous cliquez sur collection,
en fait, où, vous tombez sur les grandes catégories qu'on vient de vous présenter, donc le gazetier, les photos de terrain, les cartes anciennes, etc. À une époque, il y avait une possibilité de visualiser, mais là, on ne l'a plus beaucoup. Et dans les réseaux de documents, donc vous retrouvez tous les documents, cartes anciennes, ils sont tous téléchargeables et tous accessibles. Même le gazetier a été mis, les entrées a mis, les quelques entrées, tout a été mis en ligne. Donc, c'est assez facile de tout aller voir, de tout aller vérifier. On a bien les 1158 termes. On ne vous trompez pas. Aussi bien sites archéologiques que des noms de lieux, enfin tout y est. Voilà, et donc tout est stocké là, est visible, accessible, alors sous plusieurs formes de résolution. Hein, et c'est à ça aussi que sert cet inventaire fastidieux, c'est-à-dire d'avoir une donnée propre homogène dans laquelle on va pouvoir trouver des métadonnées bien qui sont tout le temps les mêmes. Donc on va retrouver là la carte éventuellement, si vous cliquez, vous pouvez la voir en haute résolution. Je ne vais peut-être pas m'amuser à trop cliquer, mais vous voyez que c'est quelque chose d'assez propre, hein, qui a été bien numérisé. Toutes les métadonnées, tout y est. Et puis ensuite, par fiche de document, vous allez pouvoir éventuellement trouver soit des annotations descriptives ici, sur ce ou alors site, il n'y en a pas. Plus bas, voilà, vous allez éventuellement pouvoir trouver des annotations spatiales, ici notamment les sites archéologiques. Voilà un exemple. Peut-être qu'on peut me montrer un exemple où il y a des annotations. Voilà, c'est pour vous montrer qu'aussi toute cette donnée est vraiment explorable, c'est-à-dire que là, on a notre document et là, vous voyez qu'on a tout un tas d'annotations. Alors, je vous montre aussi ce que ça donne spatialement. Vous voyez, ici, on a Anne-Valérie est venue pointer un lieu en disant eh bien, c'est le district de Le Thuit, donc c'est bien l'objet district, enfin, c'est un district et c'est celui-là en particulier. Il a une valeur, il a une motivation, il a une description et puis éventuellement, on peut noter la qualité de la donnée. Là, c'est peu certain puisque ce n'est pas un objet contemporain. Donc là, puisqu'on n'était pas dans un objet, hein, c'est ça aussi l'objet de cette présentation, on n'est pas sur un objet qui est géolocalisable, donc on n'a pas d'écho spatial ici sur la partie annotation spatiale, mais on les a faites directement sur la carte puisque c'est une carte qui est non géoréférencée. Et donc, ces annotations, je clique au hasard sur une, on va pouvoir venir ici cliquer dessus et les explorer, savoir si elles sont éventuellement liées à d'autres objets, etc. Donc, tout ça est exploitable directement via les fiches. On va pouvoir éventuellement ranger les objets par thématique. Alors ici, voilà, les photos de terrain, l'archéologie de terrain, des briques qui sont de type, enfin de la céramique, pardon, de la muséologie. Donc, tout ça est fait plus ou moins automatiquement à l'aide justement des métadonnées qui sont comprises dans la fiche d'un objet, d'un item. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation? Oui. Et je garde le réseau de documents pour un petit peu plus tard. Hop, je repasse en plein écran. Donc maintenant qu'on a intégré notre corpus, eh bien, va s'amorcer cette phase d'analyse. Et vous verrez qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose de linéaire. Ça ne marche pas exactement comme ça. Là, pour les besoins de la présentation, on vous dit on intègre, on a les sources, on intègre, on analyse, mais on a bien compris qu'il y avait une boucle de retour qu'on évoquera par la suite. Mais en tout cas, on en tient compte ici, en tout cas dans ce qui est, moi, ce que j'aime faire, c'est l'analyse de phénomènes complexes, et notamment quand les données sont un petit peu trouées et lacunaires, quand on a des données manquantes. Eh bien, l'analyse fonctionne un petit peu comme un iceberg. On voit ici la partie visible, et on se doute bien qu'en dessous, il y a une partie invisible, et il faut sans cesse avoir ça en tête.
notamment quand on fait de l'analyse qualitative ou quantitative, hein, d'ailleurs, sur des données non structurées, sur des données structurées, que ce soit dans la partie qualitative, faire des résumés, des synthèses à partir d'observations, on va en obtenir des conclusions subjectives, ou alors dans l'analyse quantitative, notamment le SIG ou l'analyse statistique ou l'analyse de graphes, comme on va le voir. Et bien, on fait des études, des expériences qui sont basées sur des faits. On avance donc pas à pas de façon à pouvoir en tirer des conclusions objectives. On s'appuie un petit peu dans ces travaux sur les deux aspects, sur l'analyse qualitative et quantitative, puisque on a eu à cœur bien de développer trois niveaux d'analyse. Niveau 1, 2, 3. Alors, c'est pas forcément qu'ils sont... il n'y a pas une gradation, en tout cas, de complexité en passant du niveau 1 au niveau 3. Ce sont trois objets complètement différents, mais qui doivent sans cesse un petit peu cohabiter et se répondre les uns les autres. Le niveau 1, c'est plutôt donc, le qualitatif, c'est la correspondance visuelle, c'est-à-dire entre entre deux images. Là, c'est chercher la différence entre deux images. Le niveau 2, ça va être l'analyse spatiale, qui est un petit peu mieux documentée. C'est la partie SIG. Et la dernière partie, eh bien, c'est l'analyse des réseaux. Donc, on va déployer un peu ces trois aspects. Je te redonne la parole, Anne-Valérie, sur l'archéogéographie. Je vais essayer d'illustrer assez rapidement parce que je crois qu'on s'est mis vraiment en retard. C'est-à-dire le paysage sur la longue durée, en accent sur les axes fluviaux et les lagunes, par exemple. Est-ce que ça nous permet de mieux comprendre une société, l'adaptation de cette société à l'environnement géographique et climatique? Donc, on a réussi à lancer plusieurs études. Allons-y. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, d'abord, je vais vous parler de l'évolution des embouchures et quelle importance ça peut avoir. On est dans une région extrêmement sablonneuse dans laquelle il y a régulièrement et tous les ans des typhons, des tsunamis, enfin qui est extrêmement exposé au changement climatique. Donc, on a essayé de comprendre, par exemple, à partir des anciennes capitales que nous connaissions, enfin que je connaissais d'un point de vue archéologique, est-ce qu'on peut les situer sur une carte du XVe siècle? Sachant que les sites archéologiques vont du 7e siècle au 15e siècle. Donc, on est sur la frange possible, limite. Donc, on arrive, allons-y, sur la carte suivante. On arrive à se dire que plus ou moins, on arrive à situer en fait les anciennes capitales, mais on n'arrive pas trop bien à comprendre pourquoi elles ne sont pas sur les embouchures vraiment. Est-ce qu'elles sont vraiment sur l'intérieur? Enfin, on a du mal à comprendre si vraiment ces capitales avaient des fonctions stratégiques et comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter en fait leur position à travers le temps. Donc, en continuant, on s'est aperçu aussi en fait que ce paysage autour des embouchures et des rivières montrait une telle mobilité qu'il faut essayer de la comprendre. Et en fait, en regardant, enfin en étudiant longuement et en comparant toutes les cartes, j'ai pu constater que même le nombre d'embouchures a évolué au fil du temps. Par exemple, carte suivante, quand vous voyez ici en diachronique, donc 4 cartes du 16e, du début du 17e, de la fin du 17e et de la fin du 18e, on s'aperçoit que entre le 16e et le milieu du 17e, il existait une embouchure qui s'appelle l'embouchure Éo, qui donnait accès à une ancienne capitale qui était à l'intérieur des terres. Et cette embouchure, au milieu du XVIIe siècle, il y a eu un énorme tsunami et elle s'est fermée. Et donc, n'ayant plus d'accès, il n'y a plus eu d'accès à l'intérieur du territoire à partir de cette embouchure. Les embouchures étant extrêmement importantes puisqu'elles permettent le commerce, elles permettent l'écoulement des marchandises, eh bien, on va s'apercevoir, je vais vous le démontrer juste après, que non seulement ça a impliqué un déménagement de la capitale qui était de ce côté-là, parce que les rois ont été obligés de s'adapter à ce changement climatique, mais les cartographes anciens, eux, n'ont pas suivi le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du XVIIe, ils continuent à avoir une embouchure qui s'appelle Éo, ils le mettent sur la carte sans s'apercevoir qu'elle a changé de terrain. Et puis, ce n'est qu'un siècle plus tard qu'ils se sont dit « Ah oui, mais c'est même pas au même endroit, donc il va falloir déplacer les noms. » Donc, on voit donc, par exemple, pour l'embouchure de bleu, qu'entre le milieu et la fin du XVIIe siècle, elle a un nom différent sur les cartes et pourtant, c'est la même embouchure.
quand on les reclasse, faites-moi confiance, on a tout essayé, ça marche impérativement bien. Donc en fait, il y a un décalage entre le vécu par les gens et le fait que ça a été pris en compte par les cartographes. On continue. Le déménagement, en fait, et donc tous ces phénomènes naturels nous ont amené au fait que, après j'ai relu les annales vietnamiennes, essayé de comprendre ce qui s'était passé, et en fait on s'aperçoit que effectivement, jusqu'en 1626, donc jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, là, il y a bien une capitale des Viettes qui est en direct lien avec cette ouverture qui a disparu. Et puis, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, eh bien, ils ont changé de capitale. La diapositive suivante va nous le montrer. Ils ont déménagé vers le sud, là où il y avait une autre ouverture possible. Et là, dans ce résumé, vous voyez en fait qu'ils ont changé en l'espace de 3 siècles à peu près, même moins que ça. Ils ont changé 7 fois de capitale pour essayer de s'adapter plus ou moins. On a mis en jaune les 2 points principaux, donc chaque capitale régionale, puisqu'on est sur 2 provinces, qui bougent avec une embouchure qui petit à petit disparaît, donc le point violet disparaît, mais la création d'une lagune au milieu du XVIIe siècle va provoquer un appel vers la mer et donc une nouvelle ouverture. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, on s'aperçoit que les empereurs viettes ont déménagé leur capitale et sont allés s'installer vers le sud, là où il y avait 2 grandes ouvertures sur la mer qui leur permettaient de pratiquer le commerce. La toute petite carte sur la droite, c'est pour vous donner une idée. Ils se sont installés vers le nord jusqu'en 1626. Et à partir de 1626, ça a commencé les paysages ont commencé à tellement bouger qu'ils ont déménagé leur capitale. Donc, et on voit après, il y en a eu plusieurs qui se sont adaptés en fonction du changement des paysages. C'est assez rare d'avoir des paysages qui bougent autant que ceux-ci, mais c'est vrai que c'est une région extrêmement mobile. On peut continuer. Donc, ça nous a permis de comprendre en fait que c'est les modifications environnementales qui ont créé une adaptabilité humaine. Et pendant de longs moments, j'ai lu énormément d'articles où on disait bah, ils changent de capitale, mais on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, quand on met ça sur des cartes, c'est extrêmement clair. C'est l'évolution du paysage qui a impliqué une modification des implantations humaines. Suivante. Un autre exemple à partir d'une passe, donc d'une embouchure. En fait, les rois, qu'ils soient Thiam ou qu'ils soient Nguyen, ont toujours été extrêmement dépendants de ces évolutions qui bougeaient, de ces embouchures qui bougeaient. Un tout petit exemple, par exemple, c'est un empereur viet qui à la fin du 19e siècle, commence à construire tout un système défensif de manière à éviter la présence coloniale française. Donc, les Français sont arrivés dans la région, mais n'ont pas encore mis la main mise. Donc, il fait construire tout un système défensif. La carte suivante va vous le montrer. Donc, vous voyez les points rouges. Il y a à l'entrée de l'embouchure, autour de la rivière, il a fait construire toutes les modifications des grandes, et puis sur toutes les petites îles autour, il y a des tas de points de fortification en 1882. Et puis, pas de chance, un énorme raz-de-marée en 1897 ferme définitivement cette passe, donc cette embouchure. Et après, il va y avoir d'autres embouchures, donc elle n'existera plus. Les deux fortifications qui entouraient, qui étaient donc le plan de base de l'empereur pour protéger sa capitale, eh bien, existent, mais sont mortes dans les dunes. Et donc, il y a eu d'autres ouvertures et ça a facilité, bien évidemment, l'approche des Français qui n'avaient plus aucun système défensif qui s'opposait à eux et ils ont pu rentrer assez facilement pour avoir accès à la capitale de l'empereur. Donc, ça a un impact historique extrêmement fort, cette possibilité d'embouchure qui bouge. Dia suivante. Là, on va faire un tout petit jeu pour vous montrer aussi comment on arrive à partir des paléoméandres et des paléochenaux. Je me retrouve par exemple avec des citadelles aujourd'hui qui sont littéralement au milieu de nulle part. Or, on sait que toutes les citadelles Thiam étaient arrosées par des rivières parce que le commerce étant important, il fallait absolument que les bateaux aient accès à la capitale. Donc, je vous donne une ancienne citadelle qui se retrouve aujourd'hui à l'intérieur des terres. Diapositive suivante.
Donc là, c'était un petit jeu pour essayer de… Vous voyez où est la rivière actuelle et puis l'espèce de chenal qui a été fait plus ou moins par les Français. Bon, est-ce que ça vous saute aux yeux que sur cette diapositive, il y a des tas de méandres paléo? Donc ça, c'est les rivières actuelles qui sont réelles. Et est-ce que ça vous saute aux yeux qu'il y a des paléoméandres, c'est-à-dire qu'il y a des tas de traces d'anciens systèmes de rivières qui irriguaient toute cette région qui aujourd'hui n'a plus rien, c'est du marais en fait en quelque sorte. Alors on va raccourcir un tout petit peu la devinette en vous montrant où sont un petit peu les paléochenaux. Il y en a un petit peu partout, comme vous le voyez, et en particulier, il y en a un autour d'une ancienne capitale Tiam qui était totalement irriguée. On voit encore les bouts de ces rivières sur la carte française en haut à droite de 1908, mais sur le Google Maps d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de les utiliser, mais on le fait quand même. En fait, il n'y a plus rien du tout qui irrigue, qui permet d'accéder en bateau à cette ancienne capitale. Donc, si on évolue encore un peu dans la diapositive, donc là, vous voyez, on est sur un site ancien où il n'y a plus du tout. On voit les paléochenaux, on voit les traces anciennes, mais aujourd'hui, c'est de la rizière. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de possibilité de naviguer en bateau. Diapositive suivante. J'essaye de me dépêcher parce qu'il nous reste très peu de temps. Là, je vais aller extrêmement vite. Une autre citadelle qui était au bord du fleuve, donc de manière à y accéder de manière très forte. Si on a diapositive suivante, on va aller très vite. Elle était au bord d'un site. On s'aperçoit, en fait, il y a eu toute une étude dynamique qui a été faite par un de nos collègues. On peut en parler après, mais là, on n'a pas trop le temps. En fait, la rivière a migré vers l'intérieur des plaines parce qu'elle était bloquée vers la gauche et elle a littéralement avalé une ancienne citadelle. Sur la carte de droite, vous voyez un tout petit point jaune et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, en fait, l'ancienne citadelle dont on a des traces, on a des sculptures, on a des mentions dans des inscriptions. Aujourd'hui, il y a une disparition totale, c'est-à-dire que l'évolution du paysage a amené la destruction de sites archéologiques. Diapositive suivante. Oui, après, je prends la parole, mais juste pour rebondir aussi sur la partie SIG, puisque là, on a bien compris au travers de ce travail qu'on finalement, ça nous permet de changer d'échelle avec ce phénomène tout à fait étonnant que sont les paléoméandres. Croyez-moi, en fait, on arrive à lire une espèce de rivière, mais tout ça a été recouvert par des champs. Et alors, je mets au défi ceux qui nous écoutent, puisqu'on a essayé de le faire aussi, d'essayer de tenter de détecter automatiquement avec des algos d'IA par apprentissage, de détecter ces paléoméandres automatiquement de par la forme des parcelles. Alors, il faut savoir qu'aussi, on a difficilement accès aux données vietnamiennes, donc l'apprentissage se fait à la main avec des annotations, enfin en tout cas avec de la saisie manuelle, ce qui est encore plus fastidieux. Malgré tout, voilà, on reste dans l'espoir d'obtenir quelque chose un jour sur ce phénomène de façon automatisée, un petit peu tout ça. L'autre changement d'échelle que je vous propose, eh bien, c'est de passer. Donc, on a bien compris que l'apport du SIG est important, mais on est plutôt à quelque chose à une échelle un petit peu micro. Si on veut passer à une autre dimension, donc je reviens à cette intégration sur la plateforme Omeka, et donc c'est là qu'on va commencer à faire des croisements sémantiques et spatiaux avec tous nos glossaires, nos référentiels, de façon à faire parler le corpus un petit peu autrement. La notation, je l'ai déjà décrite, là, puis en plus je l'ai déjà illustrée, mais donc on voit bien ce que c'est. On est venu annoter et détourer tout un tas d'objets sur des cartes anciennes qui sont ici non géolocalisables, avec un modèle particulier, puisque l'idée sous-jacente de ces annotations, eh bien, on voit que quand on parle de choses qui sont pointées et qui sont mises en relation avec les autres, eh bien, ça décrit un modèle, un objet mathématique qui s'appelle un graphe, au sens de la théorie des graphes, créé d'ailleurs en tout cas formalisé par Berge, qui était déjà du CAMS, mon labo dans les années 50. Et donc, on va utiliser ce modèle-là. On va dire qu'un document, finalement, une carte, un plan, une photo, eh bien, c'est un nœud. C'est un point du graphe.
Une annotation aussi est un nœud, une annotation au sens pointé, et elle va pouvoir être liée à d'autres objets qui sont eux aussi des nœuds. Donc, vous voyez ici, j'ai détouré un temple, c'est un nœud, la carte est un nœud, donc on a un support carte qui contient une annotation, qui est aussi un nœud, et qui sont en relation les uns avec les autres, et qui sont, par le jeu des annotations, en lien soit avec des termes du gazetier, soit avec des objets conceptuels. Donc ici, il ne s'agissait pas d'un temple, mais d'une pagode qui s'appelle lieu Oa. Donc voilà, on a bien la toponymie et les objets conceptuels. À partir de ce modèle, on est capable de constituer un nouvel outil, qui est à la fois un outil d'exploration du corpus, mais aussi un outil d'analyse de données. Alors, pour évoquer quelques chiffres avant de vous montrer ce que ça donne sur le lien en bas, là, un travail énorme d'annotation, puisque c'est Anne-Valérie qui l'a fait. On parlera éventuellement dans les questions du temps que ça a pris, mais ça a pris un temps relativement important, près de 11 000 liens d'annotation, 4 000 sommets, donc 4 000 objets, dont 717 cartes, 50 objets conceptuels, 400 noms de lieux, des photos de terrain, donc le reste sont des photos de terrain. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne là en ligne. Peut-être que certains de vous ont déjà cliqué sur le site. Il s'agissait de la partie réseau de documents. Donc là, c'est un objet, c'est un graphe dans lequel on va pouvoir venir en tout cas, observer une certaine forme, puisqu'on a un algorithme qui va auto-organiser les objets les uns avec les autres. Donc, alors ça pose question, pourquoi ces regroupements, pourquoi des objets sont plus centraux que d'autres. En tout cas, on a envie de venir creuser un petit peu ça. Donc, c'est quelque chose qui est complètement explorable. Et si vous faites clic droit sur un objet, vous pouvez bien revenir vers la carte et donc vers l'item du site. Ce qui est tout à fait intéressant avec la théorie des graphes, c'est qu'on va pouvoir venir simplifier, en tout cas appliquer des algorithmes différents de simplification du graphe. Ici, une première visualisation simplifiée du graphe dans lequel on a rendu invisibles les annotations qui étaient non liées à des objets conceptuels ou à des noms de lieux, ce qui permet déjà d'obtenir encore une autre représentation. Donc là, à ce niveau-là, on a un reflet d'un fort maillage administratif, notamment on va retrouver fortement maillés les provinces, les districts, les villages, les marchés, les camps militaires. Je vous laisserai éventuellement l'explorer de votre côté. Et puis si on simplifie encore, l'idée c'est d'obtenir uniquement des groupes autour des grands concepts qui vont être bien identifiés. Donc on enlève cette fois les cartes, de façon à ne conserver que les concepts et voir comment les concepts interagissent les uns avec les autres par le jeu des annotations. Donc, on va obtenir encore des groupes importants, des villages, des provinces et districts, encore une fois. Et là, on observe des choses, des phénomènes un petit peu plus appuyés. Alors, des groupes extérieurs, des ponts, des marais qui jouent un rôle moins important, et puis des grappes isolées, donc qui sont non connectées à la totalité du graphe. Alors, voilà, donc cette première analyse, encore une fois, on est dans l'analyse, là, vous voyez, on est dans le qualitatif. Avant de passer au quantitatif, on fait une espèce de morphologie des grappes. Donc, je vous disais, si vous avez cliqué, que vous vous amusez un petit peu avec le graphe, le village, vous voyez que c'est une grappe très centrale parce qu'elle utilise énormément d'annotations. Donc, on a des termes de gazetier, puis on a les concepts liés au village. Et donc, au centre, là, on a le concept du village. Et ensuite, on a des choses qui sont tout aussi importantes, mais excentrées, comme le hameau. Vous voyez, on a une petite constellation autour du concept hameau qui est complètement excentrée, mais qui focalise pas mal d'objets. Et puis, on a une autre des morphologies qui ne sont pas détectables. Donc, on peut dire que c'est un petit peu amorphe, comme ce concept de marché que Anne-Valérie avait évoqué au tout début. On a deux termes qui vont nous intéresser là par la suite. Ce sont les marchés et les embouchures. Mais vous voyez que le terme marché, alors il est un petit peu surligné en jaune, on le devine à peine, mais ce n'est pas quelque chose qui a l'air de centraliser énormément. Alors, on voit le concept marché, en fait, les termes liés au marché sont un petit peu éclatés dans tout le graphe, et donc on a une forme qui peut être fédératrice, ou en tout cas qui pourrait fédérer
à une autre échelle. Et donc, dans cette idée un petit peu exploratoire, l'idée, c'est de venir comprendre ce phénomène, qu'est-ce qui se passe au travers de ce concept marché. Alors, on passe à un autre outil avec, encore une fois, d'autres méthodes. Hein. Et là, on est dans quelque chose d'assez nouveau, puisqu'on va pouvoir exporter complètement le graphe là, et l'exploiter dans un autre outil, un outil d'analyse de graphe, qui s'appelle Gephi, dans lequel on va pouvoir, voyez-le un petit peu comme un outil qui va permettre de faire des requêtes sur le graphe, de dire, tiens, je veux uniquement les nœuds de type concept, je vais pouvoir éventuellement calculer des indicateurs spécifiques, je vais pouvoir questionner mon graphe et donc obtenir de nouvelles visualisations qui vont nous permettre petit à petit, pas à pas, d'interroger, de comprendre, en tout cas de tenter de comprendre et de répondre à des intuitions de recherche. Alors, on a accès via Gephi à des indicateurs de la théorie des graphes. Je vous en montre 3 qui sont les plus classiques, comme par exemple la centralité intermédiaire tout à gauche. Alors, ça va reposer sur l'objet de calcul de plus courts chemins. On va calculer tous les plus courts chemins du réseau, et puis on va compter le nombre de chemins qui passent par des composants du graphe, nœuds ou arcs. Et donc, vous voyez, c'est la somme des plus courts chemins sur la totalité des chemins. Et donc, vous voyez que là, contrairement à ce qu'on pensait tout à l'heure, le village devient moins central. Alors, il n'y a pas la légende, mais croyez-moi sur parole, ici, on a une des cartes majeures. Donc, c'est finalement la carte sur laquelle il y a eu le plus d'annotations qui va devenir centrale. Le deuxième indicateur, c'est l'accessibilité, la centralité de proximité. Ou encore un troisième indicateur sur le coefficient de clustering qui tend à montrer encore d'autres choses, notamment que ce qu'on pensait ici être central, on va le délocaliser plutôt sur des objets, autour d'objets, de grands objets conceptuels, qui ne sont pas forcément les villages, mais qui vont être peut-être mieux traversés. Le concept de village étant très local, il y a des objets qui vont être en tout cas plus rapprochés de concepts qui sont un petit peu plus lointains. C'est ce que nous montrent ces cartes-là. Et on va finir sur 2 petites analyses et je laisserai Anne-Valérie conclure sur l'aspect thématique, notamment donc, sur une analyse vraiment très précise autour du concept de marché. Vous voyez que le marché, là, ici, va regrouper, va être connecté par voisinage de niveau 1. Donc, on prend le concept marché, on regarde à quoi il est connecté. Il est connecté ici à, vous voyez qu'en bas, j'ai mis les stats, on a 9 nœuds, donc si on enlève le concept marché, le marché est connecté à 8 cartes. D'accord, mais si on passe à un voisinage de niveau 2, donc on prend les voisins des marchés qui sont aussi connectés au marché, on obtient 1413 nœuds. OK, et on fait la même chose sur les embouchures. On voit que cette fois, le concept embouchure, là, il va être connecté donc à 13-1 carte. Et même chose, on prend les voisins des voisins, donc ça veut dire que l'embouchure va être citée dans plus de cartes. Et malgré tout, quand on prend le voisinage du voisinage, on a quelque chose qui est assez similaire, un graphe qui semble correspondre avec quelque chose. Vous voyez qu'on a une grappe ici là, qui va disparaître, mais malgré tout, vous voyez qu'on a 1413 nœuds, et là, on en a 1499 pour les embouchures. Alors moi, ça m'a questionné, mais Anne-Valérie, en tout cas, ça répond à une de ces intuitions, et Anne-Valérie, je te laisse la parole sur cet aspect de l'analyse. Le mot de la fin, c'est qu'en fait, on s'aperçoit grâce à ces cartes qui sont des cartes viettes et françaises avec des points archéologiques Thiam anciens, que sur la longue durée, ce qui est le plus important n'est probablement pas le maillage des villages qui a été fait à époque moderne et contemporaine, mais c'est les réseaux d'échange qui, eux, ont été instaurés par les Thiam, qui se sont continués à travers le temps et qui montrent donc qu'on a besoin des marchés. Ce sont les marchandises qui s'écoulent des hauts plateaux sur les marchés, qui partent par bateau de manière internationale parce que la région était extrêmement connue pour des bois rares d'une qualité exceptionnelle, les défenses d'éléphants, les cornes de rhinocéros, enfin tout objet exotique qui était extrêmement demandé en Chine et en Inde. Et en fait, l'intérêt que moi je vois dans cela, c'est que ça me démontre
que le réseau social et surtout le réseau économique est au-delà et bien plus important dans la région que le tissage administratif des villages. Et donc, grâce à cette analyse des embouchures liée à l'analyse des marchés, je peux, comment dire, arriver à confronter cette intuition que j'avais en me disant qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ça a été le maillage récent qu'ont imposé les empereurs viennes au 19e siècle ou est-ce que c'est les réseaux d'échange qui ont continué sur le long terme? La réponse très claire grâce à l'analyse des graphes, c'est le réseau d'échange, bien évidemment. Donc la conclusion en un mot, parce qu'on est en train de passer notre temps là. Oui, mais Frédéric nous dit on peut prendre juste le dernier slide pour conclure. Alors, en 3 mots, hein, c'est simplement, vous voyez qu'on c'est des allers-retours en fait. Finalement, pour répondre à la question comment les historiens peuvent utiliser les humanités numériques pour valoriser leurs données, eh bien, il faut qu'il y ait un échange entre justement les humanités. Ça paraît évident, les humanités et le numérique, et que chacun fasse bien un peu un pas vers l'autre. Tout ça pour dire que c'est un peu les mots en introduction. Tout ça est vraiment une co-construction de façon à pouvoir enrichir quelque chose, à la fois l'aspect recherche historique, mais aussi l'aspect méthodologique sur les pratiques du numérique, et notamment dans le contexte des données en sciences sociales. On l'a dit plusieurs fois, hein, c'est un contexte assez particulier avec des données lacunaires trouvées, je l'ai répété plusieurs fois. Et avec quelque chose de très intéressant, et je pense que vous l'avez peut-être compris dans notre présentation, en se passant la parole sur la forme, l'idée c'est vraiment d'interagir avec des questionnements sur les données, mais aussi sur l'aspect visualisation. Et donc, par ce jeu un petit peu d'itération successive, l'idée c'est de questionner, d'interroger les pratiques méthodologiques et scientifiques historiques, de façon à pouvoir tenter de construire ou de co-construire quelque chose. La partie droite, hein, c'est simplement pour aussi évoquer le fait que la data science, parce qu'on est aussi pas mal critiqué sur ça, en tout cas de mon côté et de mon expérience, certains historiens ont tendance parfois à s'éloigner un petit peu des humanités numériques parce qu'ils ont tendance à penser que c'est un peu on crée des algos, on presse un bouton, on crée tout un tas de visualisations, c'est la partie à droite, sans forcément avoir justement ce dialogue avec les chercheurs. Et moi, justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que voilà, il y a vraiment cet aller-retour entre la visualisation, les données, le chercheur et l'ingénieur de recherche, en tout cas praticien du numérique, ce qui laisse encore, je pense, beaucoup d'espoir et de travail pour les années à venir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de votre attention. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup Anne-Valérie et Eric pour une présentation très complète et très intéressante. J'aurais jamais voulu couper cette conclusion qui, en plus, vraiment dans le cœur de notre travail au service numérique de l'INHA, au service numérique de la recherche de l'INHA. On essaie de mettre en place ce genre de bonnes pratiques et de dialogue entre chercheuses, chercheurs et ingénieurs. Donc, c'est fondamental d'y arriver. Je vous remercie. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser des questions par les biais du bouton Q et R que vous trouvez dans l'interface Zoom du webinaire, ou encore en levant la main virtuelle pour que je puisse vous donner la parole. Mais en attendant des questions de la part du public, moi j'avais une question, une curiosité, parce que ce que j'aime bien de votre projet, c'est comme vous êtes arrivé à sortir de la vision parfois un peu trompeuse, si on veut, qui a investi l'archéologie pour longtemps, c'est lié à la spatialisation des données comme unique possibilité d'interprétation du réel. Donc, la spatialisation, on voit bien que certaines représentations cartographiques ne se prêtent pas à la spatialisation comme on l'interprète dans la topographie occidentale. Donc, vous êtes passé dans un système d'annotation qui fait que vous avez quand même la réponse à la question où, donc
où se trouve telle chose, la spatialisation, mais vous avez aussi les quoi, donc la sémantisation, attribuer des concepts et attribuer du significat à chaque concept. Ma question concerne par contre la question quand. Est-ce que vous êtes interrogé en ce qui concerne la représentation temporelle? C'est une vision diachronique, celle que nous avons vue. Il y a un passage du temps. Est-ce que déjà dans les projets, il y a une réflexion autour des dates, des périodes, comment les représenter, comment les interpréter aussi dans ce monde des graphes, ou c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans votre viseur? C'est une bonne question. J'avoue qu'on n'a pas, comment dire, on a donné dès le début les grandes tranches chronologiques de manière à essayer de situer le cadre du travail. L'idée, c'était quand même de comprendre l'occupation de tout un paysage sur la longue durée. Donc, on a des modifications à certaines dates, donc on l'a vu avec les embouchures, les capitales ou ce genre de choses. Mais comme on a une documentation qui est extrêmement fragmentaire, en particulier pour les tiams, pour les époques les plus anciennes, c'est extrêmement difficile d'arriver à pointer vraiment réellement à quel moment ça a pu être un virage. Alors, on a d'autres informations qui nous donnent des virages à large échelle, je dirais, mais sur les détails, j'avoue qu'on n'a pas encore vraiment creusé, ou alors il y a des pistes qui m'ont échappé, Eric. Alors, ouais, il y a plusieurs éléments de réponse et je voudrais revenir aussi sur l'aspect, tu l'as évoqué, culturel. En fait, en gros, bon là, effectivement, il y a plein de lacunes et on fait de toute façon avec ce qu'on a. Et effectivement, dans l'archéologie d'aujourd'hui, les archéologues, ils vont sur le terrain, ils ont accès à leur terrain, ils ont peut-être beaucoup plus de sources que des cartes anciennes. Et donc, ça permet aussi de développer ici une autre forme d'archéologie. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, mais parce qu'on a peu d'objets, il y a peu de fouilles et les terrains sont très compliqués d'accès, il y a peu de données. Et donc, c'est ce qui nous a aussi, cette difficulté nous a fait nous donner l'idée de faire émerger un peu cette pratique exploratoire et itérative. Sur les modèles temporels, la réponse simple, ce serait de dire, eh bien, charge au web sémantique de venir compléter avec des nouvelles infos, ou sur GeoNems, en tout cas de dire, voilà, en fait, comme on mise énormément sur ça, un jour, on aura toutes ces données et donc on pourra aussi faire des inférences temporelles. Alors ça, c'est la réponse un petit peu facile. Malgré tout, le temps, on l'intègre, il est intégré un peu par pas au travers des cartes finalement, qui sont les grandes stations, du travail d'Anne Valérie, avec cette idée qu'elle m'a répétée plusieurs fois, c'est-à-dire, moi j'ai besoin d'embrocher des informations sur plusieurs cartes et voir tout ce qui est lié. Alors, visuellement, c'est vrai que sur le papier, quand on imagine le faire sur deux plans et prendre un papier et venir mettre des punaises dans tous les sens, bon, voilà, nous, on essaye de le faire numériquement. On sait que les cartes sont datées, et donc on essaie de faire correspondre donc via un outil de théorie des graphes, mais voilà, le temps existe dans les cartes. Maintenant, il faudrait en produire une représentation. Et c'est ce qui n'est pas encore fait, mais qui serait accessible dans cet embrochement ou embrochage, je ne sais pas quel est le terme, entre cartes et entre concepts. Merci beaucoup de cette réponse. C'est très intéressant parce que vraiment, ça permet de voir les choses d'une autre façon, de regarder les concepts. C'est la force aussi du numérique, vraiment de bouleverser un peu notre vision traditionnelle des choses. Et il y a pas de questions de la part du public pour l'instant. Je vois que, de toute façon, la présentation a été tellement claire et compréhensible que c'est tout à fait normal.
encore, si je peux me permettre, j'aurais par contre une autre question qui concerne les passages à des outils. Donc, par exemple, les passages à GEFI pour l'interprétation des données. Est-ce que vous prévoyez de mettre à disposition vos données, parce que je sais que OMKS nativement a une API de mise à disposition de données au format JSON LD, donc on peut y accéder, les télécharger. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, mettre à disposition sur, je ne sais pas, sur des entrepôts comme un Git ou des entrepôts de données, comme peut être recherche DataGouv, les données primaires de la recherche pour permettre ensuite aux chercheurs de réutiliser vos données par les biais, par exemple, d'outils comme GEFI qui n'est pas en ligne, mais il faut l'utiliser sur une plateforme locale. Alors, réponse en deux temps. À l'heure actuelle, les données ne sont… Alors, comme tu dis, hein, les données, de toute façon, elles sont accessibles. Enfin, sur le graphe, là, c'est du JSON. Donc, les données… un geek, quelqu'un d'un petit peu geek peut facilement récupérer le graphe et s'amuser avec. Le graphe est connecté au concept. Tout ça marche bien. Il y a l'API OMKS qui est interrogeable. Et donc, on pourrait éventuellement… Enfin, en tout cas, quelqu'un qui voudrait recréer le graphe peut le refaire. Donc, ce qui n'est pas fait pour l'instant, c'est prendre le fichier et le déposer sur le Git. En revanche, ce que j'ai déposé sur le Git de la plateforme Geomatic, c'est le script qui permet de générer le graphe. Donc ça, il est parfaitement dispo, et même les scripts qui permettent de simplifier le graphe. Vous avez vu, il y a le graphe total. Ensuite, petit à petit, je le coupe, je coupe des branches de façon à tenter d'y voir clair. Donc, les scripts, c'est du Python classique qui va chercher sur l'API Omeka et qui construit le graphe avec une lib qui va bien NetworkX de façon à construire le graphe et l'exporter ensuite en JSON. Donc tout ça est voilà, on a joué le jeu de l'open open source, pas encore complètement open data, mais voilà, on essaye de tendre vers ça. Mais c'est vrai que vous jouez vraiment bien, surtout ce qui sont les normes du plan national de la science ouverte, la mise à disposition des données, et aussi ce qui sont, si on veut, des bouts d'algorithmes, donc les scripts qu'on utilise pour constituer les graphes, etc. Donc, c'est vraiment une démarche louable, et j'y tenais à mettre en valeur cet aspect de votre recherche. Je me permets de vous transmettre les remerciements pour cette conférence intéressante et complète de la part de Pierre-Yves Laborde, adjointe chef de service numérique de la recherche, parce que sur YouTube, ensuite, quand la séance sera retransmise, il n'y aura pas les commentaires que nous voyons dans les chats. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer maintenant la séance. De toute façon, on a bien respecté les temps. Je vous remercie encore une fois Anne-Valérie et Eric de cette présentation. Et je remercie aussi toutes et tous ceux qui ont participé à cette séance pour la présence et la participation. Je rappelle que l'intervention sera ensuite publiée sur la chaîne YouTube de l'INHA à partir de la semaine prochaine. Et je vous donne aussi rendez-vous à la prochaine séance de lundi numérique. Le prochain séminaire aura lieu le 10 octobre avec les projets Aioli, une plateforme d'annotation sémantique 3D pour la documentation collaborative d'objets patrimoniaux. Donc, encore une fois, merci et au revoir. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous.